Excellences, Mesdames, Messieurs, le Congrès de Vienne, dont nous commémorons le bicentenaire cette année, est non seulement une date importante pour la refondation de l'Europe, mais également pour le Luxembourg. En effet, le Congrès a instauré les bases fondatrices dans le droit international de notre pays, tout en désignant le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier d'Orange-Nassau, à titre personnel, grand-duc de Luxembourg. Le Congrès de Vienne a réorganisé une Europe bouleversée par la période révolutionnaire et les guerres napoléoniennes, époque dont nous a entretenu le 12 février dernier M. Lionel Jospin, Premier ministre de France, à cette même tribune. Ceci afin de créer un nouveau concert des nations, un système collectif qui visait à garantir la paix en Europe. Vous conviendrez avec moi que si tous les problèmes n'ont pas été résolus, notamment en matière de respect de la volonté populaire éveillée par la Révolution française, nous pouvons toutefois parler d'un franc succès. La paix en Europe a tenu plus ou moins pendant un demi-siècle. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ces prochains jours de nombreux spécialistes, des historiens éminents, dont certains nous honorent de leur présence dès ce soir. Je tenais à remercier tout particulièrement M. Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon à Paris, d'avoir bien voulu accepter l'invitation de l'Institut Pierre Werner et de nous offrir une conférence en ouverture de ce colloque international, 200 ans Congrès de Vienne, répression, réforme et ordre nouveau à l'époque des révolutions, les conséquences du Congrès de Vienne pour l'Europe occidentale. Le colloque dure du 10 au 12 juin inclus et est organisé par l'Institut d'histoire de l'Université du Luxembourg en coopération avec le Musée d'histoire de la ville de Luxembourg et l'Institut Pierre Werner et sous les auspices du ministre-président de la communauté germanophone de Belgique et du ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg. En tant que président de l'Institut Pierre Werner, je me félicite de cette heureuse initiative et me réjouis tout particulièrement de la collaboration stimulante et itérative entre l'Université de Luxembourg et notre institut. Je vous souhaite à toutes et à tous de fructueux échanges de vues. Je suis persuadé que ce colloque élargira nos connaissances sur cette époque décisive pour la formation de l'Europe telle que nous la vivons aujourd'hui et telle que le Grand-Duché de Luxembourg la présidera d'ici quelques jours et jusqu'à la fin de l'année. Il m'importe également de remercier le professeur Rainer Klump, recteur de l'Université de Luxembourg, et le professeur Michel Poli, coordinateur du colloque international, de leur présence et de leur participation active. Le professeur Pauli, à la fin de la conférence, s'entretiendra avec M. Thierry Lenz, entretien que nous attendons également avec intérêt. Et sans tarder, j'invite ce dernier, M. Lenz, à nous présenter la conférence. Merci. Monseigneur, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de l'Institut Pierre Werner, Monsieur le Directeur de l'Institut Pierre Werner, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis. D'abord, permettez-moi de m'exprimer à titre personnel sur l'émotion qui m'étreint aujourd'hui d'être à Luxembourg, en présence de leurs Altesses royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, et en présence aussi, Monseigneur, Madame, de cousins luxembourgeois, car je suis très indirectement un de vos sujets, que je n'ai pas vu depuis de très nombreuses années et que je vais retrouver tout à l'heure, après tant d'années passées loin du pays. Votre présence m'honore, mais honore aussi ma famille, et je vous en remercie. Congrès de Vienne, plusieurs jours de travail, probablement des années de travail à mener pour parler de cette grande réunion diplomatique, probablement la plus grande réunion diplomatique de tous les temps. J'ai l'impression que mon micro fait des effets indésirables. Non, tout va bien. Bien, donc grande réunion diplomatique, probablement la plus grande réunion diplomatique de tous les temps.
une réunion qui donne naissance, une première naissance à ce pays, mais aussi une réunion qui, dans l'historiographie, et particulièrement l'historiographie française, n'a plus la place qu'elle a méritée tout au long du XIXe siècle et, disons, grosso modo, jusqu'à la Première Guerre mondiale. En France, vous le savez sans doute, cette réunion a très mauvaise réputation puisque, à l'issue de ce congrès, la France, qui avait tout de même été vaincue pendant la guerre en 1814, mais la France trouvait anormal d'être réduite à ses anciennes frontières. Alors ça, c'est un traité de paix antérieur au Congrès qu'il avait décidé, mais elle estimait avoir été mise sous surveillance des autres puissances européennes, puisque nous sommes strictement entre nous, c'est un peu vrai, avec la création au nord d'un puissant royaume des Pays-Bas, l'arrivée de la Prusse sur le Rhin, comme on dit chez nous, une Suisse qui devait être définitivement neutre, un royaume de Piémont-Sardaigne, royaume de Sardaigne, mais qui occupait aussi le Piémont, qui devait lui aussi servir de barrage, et puis l'Espagne rendue aux Bourbons, mais l'Espagne, il y a déjà les Pyrénées, donc à quoi bon aussi y mettre une armée contre les Français? Donc très mauvaise image dans l'historiographie française. Et pourtant, je dirais une image qui n'est pas justifiée compte tenu des enjeux qui étaient ceux de ce congrès et compte tenu même de la position du gouvernement français de l'époque, gouvernement de la première Restauration, qui avait, après le règne et on va dire l'épopée, l'épisode napoléonien, qui s'était engagé vis-à-vis de l'Europe à conserver les frontières anciennes de la France et à devenir une monarchie pacifique. C'est ce qui explique que, d'ailleurs, le représentant de la France, Charles-Maurice de Talleyrand, a pu se rendre à Vienne en déclarant à ceux qui dirigeaient le Congrès, mais à quoi bon parler d'alliés puisqu'il n'y a plus d'ennemis? J'ai fait ma paix avec vous, donc il est fort normal que je m'assoie à votre table et que nous parlions ensemble de l'avenir de l'Europe. Toute chose égale par ailleurs, car il ne faut jamais faire de comparaison anachronique, c'est comme si l'amiral de Nitz était allé à Potsdam en 1945 et avait dit aux Alliés, écoutez, je vais m'asseoir avec vous, car maintenant nos problèmes sont résolus et nous allons ensemble redécouper l'Europe. Alors cette image du Congrès, alors j'ajoute que l'historiographie française a fait un sort, et même un mauvais sort à Talleyrand, puisqu'on l'a accusé, on est allé jusqu'à l'accuser d'avoir sacrifié les intérêts français, toujours l'histoire de la Prusse sur le Rhin. Bon, vous en parlerez pendant vos débats, donc je n'avancerai pas plus là-dessus, mais il faut quand même reconnaître qu'aurait bien été malin celui qui, en 1815, aurait pu deviner que ce serait la Prusse et non pas l'Autriche qui finirait par dominer l'Allemagne. Et il faut toujours rappeler que en 1815, au moment où les Prussiens ont accepté d'échanger un morceau de la Saxe contre, on va dire, la Rhénanie, tous les observateurs ont dit que les Prussiens s'étaient fait avoir, qu'ils avaient fait une très mauvaise affaire, qu'ils acceptaient la coupure en deux de leur royaume et surtout qu'ils arrivaient dans des populations qui étaient anti-prussiennes, qui étaient plutôt, on va dire, francophiles, et qui, en plus, n'étaient à l'époque qu'un peuple de paysans. Il n'y avait pas encore, la Rhénanie n'était pas encore le cœur économique de l'Europe. Alors, mauvaise image dans l'historiographie française, mais tout de même une image un peu moins mauvaise dans les historiographies du reste de l'Europe. Je crois d'ailleurs que plusieurs communications du colloque y seront consacrées. Mais au fond, c'est dans l'intitulé même du colloque qu'il faut aller rechercher toutes les questions que l'on peut se poser sur le Congrès de Vienne. Il est question d'émancipation, il est question aussi de répression, mais il est aussi question d'équilibre, il sera aussi question d'équilibre européen, d'organisation un petit peu plus moderne du continent et du droit international. C'est tout ça, le Congrès de Vienne. Moi, je vous propose ce soir de nous en parler en essayant de faire comme si nous ne connaissions pas la suite. C'est-à-dire comme si nous étions, et au fond c'est un peu à ça que pourrait servir, si dans mon pays ils servaient encore à quelque chose les historiens, ce serait d'essayer d'inviter les gens, non pas à raisonner avec nos idées d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé il y a 200 ans, mais bien au contraire d'essayer de saisir les motivations des diplomates de cette époque pour arriver aux solutions qui furent les leurs. Juger le Congrès ne sert à rien.
essayer de comprendre comment le Congrès est arrivé à ce découpage, est arrivé aux nouvelles mesures de droit international qui ont été prises, et c'est le thème de la causerie de ce soir, est beaucoup plus important, beaucoup plus enrichissant et probablement beaucoup plus riche d'enseignements pour comprendre le présent et les motivations des diplomates d'aujourd'hui. Au fond, on ne sait même pas si les diplomates de Vienne avaient conscience de ce qu'ils faisaient. Mais ils ont travaillé, et ils ont travaillé beaucoup, en dépit de la légende partiellement réelle du Congrès qui danse, du Congrès qui s'amuse. Ils ont beaucoup travaillé parce qu'ils étaient placés face à des problèmes absolument gigantesques. Ce congrès fut un congrès difficile. Ce fut un congrès où il y avait un nombre de représentants extrêmement nombreux. Tous les pays européens étaient présents au congrès, donc une centaine, on va dire, à l'époque, mais étaient présents aussi tous les anciens monarques et souverains allemands qui avaient été médiatisés pendant les années précédentes. Étaient présents des groupes de pression, on dirait des lobbies aujourd'hui, qui étaient venus faire valoir leurs droits. Il y eut même un groupe représentant les maréchaux de l'Empire qui était venu demander à Vienne qu'on maintienne les pensions qu'ils touchaient sur les pays occupés. C'est dire que tout le monde est venu à Vienne. Il y avait eu à peu près 100 000 visiteurs à Vienne pendant la durée de ce congrès. Et évidemment, il était très difficile de faire discuter tous ces délégués, en tout cas les délégués des États. Et c'est pourquoi les grandes puissances, mais ça n'est rien n'est neuf. Les grandes puissances ont décidé de prendre en main ce congrès pour l'emmener vers un résultat. Et puis, la diplomatie, c'est toujours la même chose. Ça n'est pas. Rappelons-nous que nous sommes 200 ans avant Bernard-Henri Lévy, donc à une époque préhistorique de la diplomatie. La diplomatie, elle est fondée beaucoup. Je profite d'être hors des frontières. Je ne sais pas si je pourrais rentrer. La diplomatie, elle est bien sûr, elle est créative, elle est active à de nombreux moments, mais elle est aussi soumise aux forces profondes, aux choses à la géopolitique, aux frontières, au peuplement, aux habitudes, aux traditions. Et le Congrès a évidemment été l'occasion du retour de ces forces profondes. On avait réussi à se mettre à peu près d'accord sur l'ennemi commun. C'est toujours bien d'avoir un ennemi commun, un méchant. Alors le méchant, c'était Napoléon. Et puis, quand Napoléon a disparu, on n'avait plus de méchants. Alors chacun est retourné, j'allais dire, à sa petite cuisine, mais même parfois à sa grande cuisine. Et les puissances sont arrivées au Congrès, chacune avec l'intention d'en sortir, on va dire par le haut, en tout cas d'en sortir avec des avantages. Tout ça aussi fera l'objet des discussions du colloque, dont je n'entrerai pas dans les détails. Et donc, partant de là, l'intérêt qu'avaient les quatre grands, c'est-à-dire l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse, à maîtriser les débats était évident, puisque c'était grosso modo les quatre grands prédateurs on va dire, de l'héritage napoléonien. Alors un cinquième homme est venu perturber ces discussions. Ce cinquième homme, c'est Talleyrand, ce qui fait que le Congrès a été obligé de s'organiser en différentes commissions, et je suis obligé de vous préciser de quoi il s'agit, puisque je vais beaucoup en parler dans la suite. D'abord, on a créé ce qu'on a appelé la commission des quatre, qui est donc la commission des quatre grandes puissances que je vous ai citées tout à l'heure. Après l'arrivée de Talleyrand et une scène absolument extraordinaire, comme vous connaissez le Congrès, je ne vous la raconte pas, mais cette scène de cet après-midi où Talleyrand vient détruire les plans des quatre grandes puissances au cours d'une réunion dont on a des comptes rendus très précis, donc on sait très bien ce qui s'est passé ce jour-là, où les Prussiens ont perdu leur sang-froid, Humboldt tapant des 2 poings sur la table, menaçant presque physiquement le prince de Bénévent et lui hurlant au visage « Que vient faire ici le droit public ?» et Talleyrand de lui répondre « Monsieur, il fait que vous y êtes ». Et d'autres répliques fameuses qu'il donna. Donc ça, c'était la commission des 5. Et puis, il y eut encore une commission, la commission des 8. Alors celle-ci, elle est très importante parce que la commission des 8, c'est en fait les 8... J'allais dire vainqueurs de la guerre, non, parce que la France est dedans. Ce sont les 8 signataires du traité de Paris. Le traité de Paris du 30 mai 1814 a donc été signé par les 4, la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, et par d'autres puissances qui étaient la Suède, l'Espagne, le Portugal
Et la France, bien sûr, en tant que vaincue, a quand même signé le traité. Et cette commission des 8 a été officiellement la commission qui devait conduire le Congrès. En réalité, ce sont les 4, parfois les 5, qui ont préparé les décisions. Mais on n'allait quand même pas décider des choses sans demander un peu leur avis ou au moins leurs compétences à d'autres pays. C'est pourquoi on a créé des groupes de travail, qu'on a appelés aussi des commissions. Ces groupes de travail ont été, disons, il y en a eu 10 principaux, et puis il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été créés. Dans les 10 principaux, c'est-à-dire dans les grands sujets qui ont été traités par ces commissions, il y a l'attribution de la souveraineté sur le duché de Bouillon, qui a pris un temps fou, et qui a obligé un plénipotentiaire particulier à essayer de trouver un accord entre les propriétaires historiques, le propriétaire politique, celui qui en voulait, ceux qui n'en voulaient pas, ceux qui ne voulaient que l'argent et ceux qui voulaient le gouvernement. Il y a eu aussi une commission sur la Suisse qui est absolument... Vous savez que tous les documents de travail du Congrès de Vienne ont été publiés dans les années 1890 et la commission sur l'organisation de la Suisse prend quasiment un volume à elle toute seule parce qu'on a discuté de tout, on a discuté du moindre chemin, on a discuté des ponts. Les Suisses avaient autant de délégués que de cantons et parfois même 2 délégués par canton qui n'étaient pas d'accord entre eux. On a finalement réussi à ficeler un accord qui a été ensuite intégré dans l'acte final du Congrès. J'espère qu'il n'y a pas de Suisse, on est loin quand même de la Suisse. Mais bon, il n'y a pas que vous verrez, tout le monde y aura un peu droit quand même. Donc voilà comment on organise. Alors le travail à faire, et c'est un travail colossal qui est ni plus ni moins de reconstruire l'Europe. La chute de Napoléon laisse à peu près 11 millions d'Européens sans souverain, sans souverain, sans pays, sans nation, sans rien. Il faut bien en faire quelque chose. Il y a la Révolution française et l'Empire ont créé des États, parfois des États totalement artificiels, comme le royaume de Westphalie. On détruit de vieux États. Le recès de Ratisbonne a simplifié la carte de l'Allemagne de façon absolument spectaculaire. La Confédération du Rhin a encore réduit les indépendances des petites principautés. Bref, il faut reconstruire, il faut redistribuer ces âmes, comme on disait à l'époque. Et donc, c'est un travail qui, évidemment, vu de notre époque, est absolument odieux, puisqu'on s'est mis à compter des gens, et puis à les attribuer à des souverains. Mais il faut quand même dire qu'à l'époque, on n'avait pas d'autre solution. Que faire ? On n'allait pas organiser des référendums, on n'allait pas aller faire des sondages, des micro-trottoirs ou que sais-je. Et puis, il n'y avait pas d'autre légitimité dominante à l'époque que celle de la souveraineté monarchique. Donc c'est le fameux principe de légitimité que Talleyrand a imposé aux autres. Vu d'ici, évidemment, tout ça, vu de notre époque, tout ça paraissait à la fois antidémocratique, conservateur, que sais-je encore. Mais bon, à l'époque, ils n'avaient pas d'autre solution. Et c'est avec celle-là qu'ils ont retricoté une carte européenne qui finalement a fonctionné assez longuement. Deuxième sujet pour eux, c'était de rétablir ce qu'on appelle l'équilibre européen. Alors l'équilibre européen, c'est une invention de nos amis britanniques qui sont très fertiles en invention, et surtout en invention de choses qu'on ne peut pas contester. Qui contesterait qu'il faut que règne l'équilibre en Europe ? Personne. Les Anglais ont un proverbe qui dit toujours « on ne peut pas être contre les petits chats et les petits bébés ». Eh bien, on ne peut pas être contre l'équilibre européen. Alors, cet équilibre, évidemment, il était compris de façon très différente par chacun des protagonistes. Les Anglais voulaient effectivement que des puissances moyennes se neutralisent entre elles, et puis après, on ferait du commerce, puisque pour un Anglais, diplomatie et commerce, c'est la même chose. Mais ils le disent, donc bon. D'ailleurs, ils ont le courage de le dire, eux. Deuxième conception, c'est la conception, par exemple, de l'Autriche, qui, elle, voit bien un équilibre, mais avec une grosse puissance bien ventrue au centre de l'Europe, qui, elle, assurera l'équilibre pour tous les autres et profitera au passage de sa propre puissance. Bref, retrouver l'équilibre européen, ça demandait parfois de faire des sacrifices, et ces sacrifices, ils ont finalement été faits après le mois de janvier 1815. Vous savez qu'en janvier 1815 a éclaté une grave crise entre les puissances, qu'on a signé même un traité secret entre l'Autriche, l'Angleterre
et la France pour attaquer les deux autres, si on ne se mettait pas d'accord sur le dossier polonais et sur le dossier saxon. Bon, après ça, on a réussi à tricoter, grosso modo, quelque chose qui ressemblait à de l'équilibre. Et puis surtout, un des buts du Congrès, peut-être même le plus important, c'était d'empêcher que ça recommence. C'est-à-dire d'empêcher les guerres générales en Europe. Les 2 derniers siècles avaient connu plusieurs guerres générales avec des victimes très nombreuses. La guerre de 30 ans, on pense qu'il y a eu à peu près 11 millions de morts. Les guerres de la Révolution et l'Empire, on estime à 4 millions le nombre de morts militaires dues aux guerres. Alors je ne vous parle pas des civils, etc. Donc on ne voulait plus de guerre générale en Europe. Et donc pour cela, les puissances ont pris sur elles d'abandonner une partie de leur souveraineté. C'était tout à fait nouveau en droit international, ça n'existait pas, abandonner une partie de leur souveraineté pour les confier à des organes supranationaux. Et c'est donc, c'était une introduction un peu longue, mais c'est un peu ce dont nous allons parler ce soir, c'est-à-dire de ce congrès de Vienne et de la fondation du droit international moderne. Les puissances travaillèrent donc, je vous l'ai dit, à tricoter une nouvelle carte de l'Europe, mais on n'a pas assez souligné, et on continue d'ailleurs à souligner assez peu, qu'ils se sont occupés d'autres sujets, et de sujets tout aussi importants, et sont parvenus à des décisions qui figurent à l'acte final du Congrès, et qui sont des décisions qui ont encore un retentissement sur le droit international d'aujourd'hui. Alors évidemment, ils ont d'abord travaillé dans un domaine qui pourrait nous paraître vain, le domaine des préséances diplomatiques. Nous dirons tout à l'heure à quel point ils ont bien fait et à quel point c'était important à l'époque où on se situe. Ils ont aussi travaillé sur un domaine qui aujourd'hui nous paraît assez naturel, assez normal, c'est la libre circulation sur les fleuves. C'est quelque chose qui date de la Révolution française, disons-le, mais qui a été européanisé par le Congrès de Vienne, la libre circulation sur les rivières et les fleuves. Nous verrons là aussi que c'est très important. Et puis, puisque nous sommes des historiens à la mode, signalons quand même une des grandes décisions humanistes du Congrès de Vienne, qui a été l'abolition de la traite des Noirs. Le Congrès a aboli mondialement, c'est-à-dire s'imposant aussi aux puissances non signataires du traité, la traite des Noirs, et en a tiré des conséquences, on le verra aussi tout à l'heure. Et puis, dernière chose, le Congrès, au fond, a été un précurseur des instances internationales. Alors, bien sûr, non pas avec des instances aussi démocratiquement désignées et tenant autant compte des intérêts des peuples que la Commission de l'Union européenne, ou le Conseil européen, mais tout de même, ils ont créé ce qu'ils appelaient eux-mêmes le concert européen, qui était la réunion d'abord des 4 grandes puissances, puis d'une 5e qui fut la France, puis d'une 6e qui fut l'Italie à partir de 1850, pour décider des affaires européennes. Ça a ouvert un cycle qu'on a appelé l'Europe des congrès, c'est-à-dire que chaque fois qu'un problème de politique internationale risquait de dégénérer, non pas en guerre régionale, mais en guerre générale en Europe, le concert européen se réunissait et imposait des solutions. Ça a assuré à l'Europe, et on le redira tout à l'heure, un siècle sans guerre. Alors vous me direz, il y a eu la guerre franco-prussienne de 1870, il y a eu la guerre austro-prussienne de 1866, mais le concert européen a considéré que ces 2 guerres étaient des guerres bilatérales, en quelque sorte, qui ne mettaient pas en jeu l'équilibre européen et le concert. Alors commençons par parler un peu des préséances diplomatiques. Là j'ai besoin d'un peu de notes car il faut être très précis en présence des ambassadeurs sur ces sujets-là. Donc parmi la quinzaine de commissions qui en tout se sont réunies pour travailler sur des sujets de détail, la commission des 8, donc les 8 principales puissances, ont établi le 10 décembre 1814 une commission qui a pris le nom de Commission sur le règlement des rangs et préséances diplomatiques. Cette commission devait donc, je cite le texte de création, régler le rang entre les couronnes et tout ce qui en est la conséquence. La création de cette commission a été imposée au Congrès, enfin à la commission des 8, par Talleyrand,
malgré l'opposition de Castlereagh, le représentant britannique, qui jugeait le sujet futile et ne voulait pas en entendre parler. Finalement, sous la pression des 7 autres, on a créé cette commission où était représentée la France avec l'ambassadeur Latour du Pin, qui a joué un rôle très important dans la commission, les autres membres étant Labrador, le représentant espagnol, Cathcart, le représentant anglais, celui qui s'est battu avec un cocher à Vienne parce qu'il avait trop bu, pour ceux qui connaissent un peu les rapports de police de l'époque, Wessenberg représentait l'Autriche, Palmela le Portugal, Humboldt la Prusse et Löwenhielm représentait la Suède, et Stackelberg, comme son nom ne l'indique pas, représentait la Russie. Cette commission est arrivée à un accord et a signé cet accord le 19 mars 1815 et le rapport a été intégré à l'acte final. Alors elle devait donc proposer des règles susceptibles de, je cite encore, prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques. C'est une autre époque, ça n'existe plus tout ça. Malgré les réticences anglaises, donc, l'utilité de ce groupe de travail a été démontrée, s'il en était besoin, dès les premiers jours du Congrès. Dans les premières séances de la commission qui s'occupait de l'Allemagne, par exemple, on a vu le représentant du Wurtemberg refuser de signer après le représentant du Hanovre. Et ainsi, il a bloqué toute la négociation sur le début de la création de la Confédération germanique. Et pour en sortir, on a été obligé de ressortir une vieille règle du droit des gens, qui était celle du classement des puissances en ordre. Il y avait des puissances de premier ordre, de second ordre et de troisième ordre. Et alors on s'est rappelé que dans ce vieux classement, le Hanovre était de troisième ordre et le Wurtemberg de deuxième ordre, donc on leur a permis de signer avant. Par la suite, ce genre de questions n'a cessé d'être posé au Congrès et on a appliqué à certains moments, avant la signature de l'accord du 19 mars, la règle de l'âge des plénipotentiaires. Par exemple, enfin des plénipotentiaires ou des représentants. Il y avait à Vienne tous les souverains de l'Europe qui avaient pu venir, qui étaient là, sauf le régent d'Angleterre. Et bien, quand on entrait dans une salle de cérémonie, il fallait bien qu'on entre dans un ordre. Alors bon, l'empereur d'Autriche, évidemment, étant l'invitant, se réservait la dernière place, mais comment classer les autres? Alors on a décidé de prendre leur date de naissance. Ce qui fait que le tsar de Russie, qui était le plus jeune de la bande, entrait toujours le dernier, mais c'était un tsar libéral. Donc on a voulu simplifier toutes ces règles qui étaient des règles séculaires qui dataient généralement du XVIe siècle. Il y avait eu un texte qui avait été adopté en 1504, donc vous voyez 300 ans avant le Congrès. Le pape avait toujours le premier rang. Il était en principe suivi par l'empereur d'Allemagne, le roi de France, puis le roi d'Espagne. Le roi d'Angleterre passait en 7e position après celui du Portugal. Le duc de Ferrare était classé dernier, mais qui se souvient encore du duc de Ferrare? Au cours de l'histoire, cette classification avait entraîné de nombreux incidents. Certains avaient été cocasses, d'autres avaient été dramatiques. Alors cocasses, lorsque, à l'occasion d'un bal de cour donné à Londres en 1768, votre prédécesseur, monsieur l'ambassadeur, avait escaladé les bancs pour reprendre de force son fauteuil, indûment occupé par les représentants du tsar. Et ça avait pu être tragique. Lors du duel qui avait suivi cet épisode, le Français avait blessé le Russe. Et on avait même connu des drames, voire des pugilats, lorsque les représentants, les gens de l'ambassadeur d'Espagne avaient attaqué les gens de l'ambassadeur de France pour une affaire de priorité de carrosse à Londres le 30 septembre 1661. Aucun de ces sujets, je vous le disais, n'est futile. Le classement protocolaire des puissances avait une autre utilité. Elle permettait, et surtout son utilité principale, elle permettait de définir l'ordre des signatures. Précédemment, afin de ménager les susceptibilités, on avait décidé de faire signer chacun son tour en premier. Ce qui fait qu'on devait établir autant de copies qu'il y avait de parties à l'acte à signer. C'est ce qu'on appelait la pratique de l'alternat, qui compliquait tout, qui évidemment, parce qu'une fois que vous avez votre nom en premier, est-ce que vous signez vraiment le premier ou est-ce que d'autres vont signer avant vous? Alors il fallait organiser des cérémonies de signature extrêmement multiples. Et donc
on imagine, avec un congrès de l'ampleur de celui de Vienne, ce qu'aurait été si toutes les puissances l'avaient signé, car on verra, enfin vous verrez demain que tout le monde ne l'a pas signé, on y a adhéré après, ça aurait été quand même très difficile. Donc la Commission sur le règlement des rangs et préséances diplomatiques a remis plusieurs rapports. Le premier était du 16 janvier 1815. Toujours dubitatif sur l'utilité du travail, Castlereagh avait finalement accepté de se plier à la volonté de la majorité. Il a demandé cependant quelques aménagements, dont la fin de la division des États entre puissances de premier, second et troisième ordre. Finalement, c'est pas plus mal, on imagine ce que ça donnerait aujourd'hui. Le texte fut renvoyé à la Commission qui acheva donc sa réécriture au mois de mars et le règlement fut définitivement adopté par les 8 dans la séance du 19 mars que je vous disais tout à l'heure. Ça ne comptait que 7 articles, mais ce sont 7 articles qui vont simplifier la vie. Pour les plus anciens d'entre nous, beaucoup d'entre nous peut-être ce soir, rappelez-vous que ces questions ne sont pas des questions futiles. Dans les années 70, lorsque a été organisée à Paris la conférence sur la paix au Vietnam, pour ceux qui suivent ça avec intérêt, les 3 premières semaines de la rencontre ont été consacrées à la forme de la table. Fallait-il que les gens soient face à face, autour d'une table ronde, éventuellement dos à dos, dans ce cas-là, pas besoin de table. Et donc, vous voyez que ce sont des sujets qui, bien sûr, peuvent paraître même parfois ridicules, confinés au ridicule, mais qui sont, on va dire, les rounds d'observation entre les diplomates. Et donc, forcément, ça a son importance. Et connaissant les Vietnamiens, on ne voit pas pourquoi ils auraient tourné autour du pot pendant 3 semaines pour connaître la taille de la table si ça n'avait pas été pour agacer un petit peu les Américains. Mais enfin, il leur montrait qu'au fond, on pouvait discuter de tout, y compris de ça. Alors, dans le texte de Vienne, on a d'abord établi le classement des agents diplomatiques, répartis désormais en 3 classes, les ambassadeurs, les gaz et nonces, les envoyés, ministres ou autres, accrédités auprès des souverains, en dessous les chargés d'affaires, qui étaient, eux, accrédités seulement auprès des ministres des Affaires étrangères. Seule la première classe se voyait reconnaître un rôle représentatif général. Les autres étaient accrédités, d'après le texte, pour des sujets précis et limités. Le règlement invitait toutes les cours à déterminer un cérémonial uniforme de réception des employés diplomatiques pour chaque classe. Alors cette classification, elle a subsisté jusqu'à nos jours, puisqu'elle a été reprise grosso modo par la Convention de Vienne du 18 avril 1961, et à l'occasion, on a même supprimé une 4e classe qui avait été créée au XIXe siècle pour revenir, on va dire, à la pureté des classes d'origine. C'était la classe des ministres résidents qui avait été créée au congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818. Deuxième élément, l'abandon de l'ordre dans les signatures est annoncé. Donc il n'y a plus d'ordre de signature autre que le classement alphabétique français. Les signataires de l'acte final du Congrès ont donc été ainsi classés dans cet ordre alphabétique français. Je crois qu'il n'est plus en vigueur puisqu'on a le choix maintenant entre le français et l'anglais, me semble-t-il. Pour l'ordre des puissances, ça n'empêche pas la France d'être dans les 2 cas au-dessus de la Grande-Bretagne, c'est ça qui compte finalement. 3e point, après de longues discussions et par exception à ce qui précédait, on a maintenu la préséance des représentants du Saint-Siège, qui a été accordé comme un cadeau au cardinal Consalvi, qui représentait le pape au congrès de Vienne. Tout le monde l'a accepté, même le protestant Cascar, qui, même s'il a fait valoir que le roi d'Angleterre était lui aussi le chef d'une église, a laissé passer cette doyenneté, si je puis dire, dans le corps diplomatique du représentant du Saint-Siège. Oui, le Saint-Siège fut représenté à Vienne par le cardinal diacre Consalvi, dont la police de Vienne nous apprenait qu'il ne négligeait pas les plaisirs terrestres, mais je vous rassure, c'était surtout le vin. Deuxième grand domaine examiné, plus sérieux, là on va beaucoup moins rire avec ça, c'est la proclamation des grands fleuves et des rivières proclamés comme bien communs des Européens.
La plupart des historiens du Congrès ne citent cet élément que pour mémoire, alors que c'est une avancée considérable en droit international et une des plus pérennes. La création de normes sur la liberté de navigation sur les fleuves et rivières ayant plusieurs États riverains. C'est vrai que c'est une matière abrupte, qui n'a pas été propice aux joutes verbales dans les commissions, et ce sont ces joutes qui font le sel et la légende de la grande réunion. Même dans les bals et dans les soirées, on n'a pas beaucoup discuté de la liberté sur les fleuves, on préférait parler d'autre chose. Si j'ai un peu de temps, mais je crois que je vais en manquer parce que je suis très très long, je vous parlerai tout à l'heure quand même de cette deuxième forme de diplomatie qui se déroule dans les alcôves, car ce fut très intéressant et surtout c'est très documenté pour le Congrès de Vienne. La police de Vienne a espionné absolument tout le monde. Nous savons tout. Nous savons avec qui. Nous savons où. Bref, mais il me faudra du temps pour cela. Alors cette question a été traitée, circulation sur les fleuves et les rivières, elle a été traitée très techniquement, en dépit de ses implications économiques et politiques, par une commission qui a été instaurée en décembre 1814, mais qui n'a commencé ses travaux qu'en février 1815, après la résolution de la grande crise sur la Saxe et la Pologne, parce que les Prussiens ne savaient pas encore qu'ils allaient être locataires du Rhin, et à partir du moment où ils l'ont appris, ils se sont dit « mais il faudrait quand même organiser ce fleuve », c'est donc comme ça que s'est débloquée la discussion. Elle a abouti assez rapidement, fin mars, 12 réunions seulement, à faire adopter des textes fondateurs d'un pan important du droit international moderne. Alors cette commission était composée de représentants de la France, là c'était l'ambassadeur d'Alberg, de la Prusse, Humboldt toujours, de l'Angleterre, Clancarty, on en avait pris un autre qui ne parlait pas français, donc il fallait un interprète, l'Autriche, Wessenberg, les Pays-Bas, Van der Spen, la Bavière, De Wrede, le Bade, Marshall et Berkheim, et le Württemberg, Linden. On avait pris le Rhin comme exemple, et donc on avait invité les locataires de ce fleuve. À la fin des séances, on a invité tout de même des représentants de la ville de Francfort et de la Hesse. Traditionnellement, en cas de crise ou de guerre, les belligérants fermaient leurs portions de voies navigables au transport étranger, y compris pour les tiers au conflit. L'idée dominante était alors qu'une rivière était une frontière et non un bien commun. Au sein de ce congrès, qui a généralement prôné le rejet ou au moins le confinement des idées révolutionnaires, les diplomates cherchèrent ici à appliquer une règle qui avait été édictée pour la première fois par le Conseil exécutif de la République française, qui avait proclamé le 16 novembre 1792, je cite, « le cours des fleuves est la propriété commune, inaliénable de toutes les contrées arrosées par leurs eaux. Une nation ne saurait sans injustice prétendre au droit d'occuper exclusivement le canal d'une rivière et d'empêcher que les riverains qui bordent les rives supérieures ne jouissent des mêmes avantages. » En application de cette idée, un premier grand traité avait été signé en mai 1795 entre la France et la République batave, instaurant la liberté de circulation pour les bateaux des deux États sur la Meuse, l'Escaut et le Rhin. Napoléon avait même créé des structures administratives garantissant cette liberté pour deux fleuves essentiels aux échanges dans l'Empire. On appelait ça le magistrat du Pô, donc la commission du Pô, qui fut créée en 1811, et avant avait été créé le magistrat du Rhin, en 1808, qui devait faciliter la circulation, réguler l'exploitation et maintenir l'aménagement des deux cours d'eau et de leurs rives. Les textes étaient extraordinairement précis sur qui fait quoi, qui balaye où et qui entretient les voies. L'idée de la libre circulation avait été inscrite dans le traité de Paris du 30 mai 1814 et évidemment on s'était d'abord concentré sur le Rhin et pour le Rhin, le texte disposait que la navigation sur le cours du Rhin ne devait être interdite à personne. Il renvoyait donc au Congrès général la résolution de ce problème. La commission relative à la libre circulation des rivières a voulu appliquer à la lettre le traité de Paris, mais elle s'est heurtée, je ne sais pas à qui, il faut que je tourne la page, à l'opposition évidemment du représentant du Hanovre, qui était hostile à tout ce qui pouvait empêcher son souverain, le roi de Hanovre, qui était aussi, heureux hasard, le roi d'Angleterre, d'exploiter les droits de passage et de douane aux embouchures de l'Elbe, de la Weser et de l'Aller.
Malgré ces divergences et quelques petits combats de détail que je vous épargnerai, on parvint à un accord qui fut intégré en 9 articles dans l'acte final du Congrès. Désormais, les États séparés ou traversés par une même rivière navigable s'engageaient à régler à l'amiable tout ce qui touchait à la navigation sur celle-ci par le biais de commissions à créer dans les 6 mois suivant la signature de l'acte final. Le principe était que la navigation sur ces rivières était libre et ne pouvait être interdite ni en temps de paix ni en temps de guerre. Le texte précisait même que l'action des douanes ne saurait constituer une entrave à la libre circulation. En conséquence, la perception des droits de navigation et la police des cours d'eau devaient être fixées de manière uniforme et, disait le texte, assez indépendante. Ça, assez indépendante dans les textes, c'est toujours un peu gênant. L'octroi du Rhin devait donc servir, l'octroi, l'ancien magistrat du Rhin, donc qu'on a appelé l'octroi du Rhin, devait servir de référence dans ces matières. Un règlement particulier pour la circulation sur le Neckar, le Main, la Moselle, la Meuse et l'Escaut fut signé le 24 mars 1815 et lui aussi annexé à l'acte final. Il devait servir de modèle à la libéralisation générale de la circulation fluviale en Europe. Cette décision du Congrès facilitait donc le commerce, et le commerce facilite la paix. Elle crée une obligation de rechercher toujours un compromis pour le règlement pacifique des différends entre États dans un domaine qui avait empoisonné leurs relations pendant des siècles. En cas de guerre, les nouvelles règles prévoyaient que le fonctionnement de l'administration du Rhin, par exemple, ne devait pas être entravé et que les embarcations et personnes employées au service de l'octroi jouiraient de tous les privilèges de la neutralité. Un des grands spécialistes français de droit international public, Charles Zorgbib, estime qu'émergea à Vienne, timidement mais symboliquement, la première de ces organisations interétatiques qui allait déborder un siècle plus tard la diplomatie classique. Le nouveau droit fluvial, renforcé par 2 conventions, à Mayence en 1831 et à Mannheim en 1868, allait rester inchangé jusqu'au traité de Versailles de 1919, puis une convention signée à Barcelone le 20 avril 1921. À partir de 1831, la Commission du Rhin fut même compétente pour juger en appel les décisions des tribunaux des États riverains concernant les infractions aux règles de l'utilisation du fleuve. Ce régime de liberté et ce mode d'administration furent étendus tout au long du XIXe siècle aux fleuves et canaux européens, environ 300, dont l'Elbe en 1821, la Weser en 1823, le Danube en 1956, avec un complément en 1865. Il fut même appliqué au Congo et au Niger après la signature de la Convention de Berlin du 26 février 1885. Donc là, on le voit, grande pérennité des décisions prises à Vienne. Grande pérennité aussi, je vous rassure, dans la décision suivante qui fut d'abolir la traite négrière. Depuis le début des années 1780, le mouvement visant à interdire ou à abolir la traite et l'esclavage se développait notamment en France et en Angleterre, mais c'est l'Angleterre qui avait pris tout le monde de vitesse en abolissant la traite le 25 mars 1807. Et à partir de ce moment-là, l'Angleterre a imposé des obligations d'abolir la traite à tous ses partenaires internationaux. On l'oublie toujours, l'Angleterre a beaucoup financé les guerres anti-françaises de cette période, mais elle assortissait ses aides chaque fois à l'intégration dans le traité d'un engagement à abolir la traite. Ce qui est, on peut de temps en temps aussi dire du bien des Britanniques, ils ont les premiers pris cette initiative. Je vous donne un exemple. La Suède, en mars 1813, a voulu obtenir des subsides pour payer ses troupes qui allaient marcher contre l'armée française en Allemagne. L'Angleterre a exigé un engagement abolitionniste de la Suède, ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. Le Danemark a dû suivre lors de la signature du même accord à Kiel, le 14 janvier 1814. Guillaume d'Orange a promis à son tour que les Pays-Bas ne participeraient plus au commerce des esclaves. Bon, on n'avait plus de colonies non plus, hein, mais bien. Non, excusez-moi, il ne faut pas plaisanter avec ces sujets. Restaient à entraîner les 2 grandes puissances les plus réticentes qui furent la France et l'Espagne.
la France retrouvait petit à petit ses colonies et jugeait que le concurrent britannique, pardonnez-moi l'expression, avait abusé de cette abolition de la traite pour empêcher les Français de, là aussi l'expression est affreuse, de réalimenter en esclaves leurs colonies. Donc les Français, dans un premier temps, refusèrent de discuter du rétablissement de la traite. Alors, ils le firent comme savent le faire les diplomates, c'est-à-dire sans dire non, en disant peut-être, ou en disant il faut que je demande des instructions à Paris. On envoyait une première lettre, on reposait la question à Talleyrand qui disait « Ah, le roi n'a pas encore daigné répondre à ma dernière lettre, je lui en referai une demain ». Et on renvoyait une lettre au roi qui évidemment mettait à nouveau des semaines avant de répondre, et ainsi de suite. Mais le gouvernement anglais, qui était dirigé à l'époque par Lord Liverpool, n'entendait pourtant pas relâcher sa pression. Et n'oublions pas non plus qu'après cet épisode de 1814, les Anglais avaient un tout petit peu leur mot à dire dans la politique française. Et c'est donc Wellington, l'ambassadeur d'Angleterre, qui alla voir Louis XVIII et lui fit savoir que désormais, on voulait absolument avoir un accord sur l'abolition de la traite. Talleyrand a quand même continué à faire traîner les choses et a été rappelé à l'ordre de façon tout à fait paradoxale par le Saint-Siège. Rappelons qu'on l'oublie parfois, parce qu'on oublie parfois les bienfaits du Saint-Siège pour ne retenir que des turpitudes individuelles qui n'entachent pas sa réputation générale. Je vais décidément pas pouvoir rentrer, moi, monseigneur. Il va falloir que je demande bien. Benoît XIV, le 27 décembre 1741, avait condamné la traite. Et le pape Pie VII s'est occupé de vouloir influencer le roi de France, qu'on appelait à l'époque le roi très chrétien, et adressa une lettre apostolique à Louis XVIII pour le raisonner. Finalement, Louis XVIII donna à Talleyrand des conseils de relâcher du lest, ce que Talleyrand traduisit à sa façon. Il fut autorisé à accepter l'abolition et lui dit qu'il l'accepterait dans les termes du traité de Paris, parce qu'on en avait parlé dans le traité de Paris, c'est-à-dire dans les 5 ans, voire, disait Talleyrand, sur cette matière jusqu'ici étrangère au droit public de l'Europe, a tenté d'obtenir une prolongation du délai. La diplomatie anglaise n'avait guère plus de succès avec l'Espagne, puisque l'ambassadeur d'Espagne, Labrador, là aussi l'Espagne recouvrait ses colonies. Elle avait quasiment perdu toute chance de relancer les activités de Saint-Domingue. Et vous savez que l'Espagne, en quelques années, entre la chute de Napoléon en 1815 et 1823, je crois, a organisé une traite massive en direction de Cuba. Ils ont peuplé Cuba de pratiquement 300 000 esclaves venus d'Afrique. Donc vous voyez que, en étant cynique, Labrador n'avait pas intérêt, dans un premier temps, à admettre l'abolition de la traite. Alors il a fallu que Castlereagh tape un peu du poing sur la table et obtienne que les puissances acceptent qu'au moins on discute de ce sujet, avec évidemment derrière la tête l'idée de le faire accepter. Ce n'est que le 20 janvier 1815, donc le congrès commence en novembre, que la conférence particulière pour délibérer sur l'abolition de la traite fut formée avec des représentants de la commission des 8. Pour marquer l'importance qu'il accordait à cette commission, Metternich présida en personne la première des 4 séances seulement qui furent consacrées à la question. Il en profita d'ailleurs au passage pour relier la question de la traite à celle de la liberté du commerce, qui ne fut quasiment pas abordée à Vienne. C'était, déclara-t-il, par exception à cette liberté que le commerce des Noirs pouvait être interdit. On avança d'autant mieux que Castlereagh et Stewart, qui étaient les 2 représentants anglais dans cette commission, n'exigèrent pas de la France et de l'Espagne d'aller plus vite que ce qui avait été prévu au congrès de Paris. Dans ces conditions, le 8 février 1815, la conférence accoucha d'une déclaration qui, compte tenu des arguments qui avaient été développés par chacun, ne mettait pas fin immédiatement, je cite, à la traite des nègres d'Afrique. Celle-ci était cependant condamnée dans des termes non équivoques. Je les cite.
Les hommes justes et éclairés de tous les temps l'envisagent comme répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle. Elle doit par conséquent être interdite le plus tôt possible. Pour cela, les puissances coloniales s'engageaient à adopter des lois avec l'obligation et la nécessité de l'abolir. C'est inscrit dans l'acte final. Partant, les 8 déclaraient, je les cite, à la face de l'Europe, que l'abolition universelle de la traite des nègres est une mesure particulièrement digne de leur attention. La déclaration allait donc constituer l'annexe numéro 15 de l'acte final du Congrès de Vienne. Alors, le Congrès, évidemment, n'est pas allé bien loin. Il a invité ses signataires à abolir la traite, mais n'en a pas fait une obligation immédiate. Ceci étant, la pression est devenue extrêmement forte, et notamment avec tous les partenaires commerciaux qui voulaient travailler avec l'Angleterre, à qui l'Angleterre imposait systématiquement des mesures concrètes sur l'abolition de la traite. Si bien qu'en novembre 1816, on a installé à Londres un comité permanent de la Commission des 8 pour surveiller l'application du texte abolitionniste de 1815. L'année suivante, donc nous sommes là en 17, le Portugal et l'Espagne acceptent l'abolition moyennant un délai d'application et le versement de subsides. Tout se vend. Il en coûta 700 000 livres sterling aux contribuables britanniques, 400 000 pour l'Espagne, 300 000 pour le Portugal. C'était des sommes énormes, celles que je vous donne. Madrid annonça dès lors l'arrêt de la traite au nord de l'Équateur à compter du 30 mai 1820. Ailleurs, elle l'a poursuivie jusqu'à la fin des années 1840, en dépit du traité des 5 puissances signé le 20 décembre 1841, qui établissait un droit général de visite des navires suspects de pratiquer la traite. Donc là aussi, on le voit à nouveau du supranational. De nombreux esclaves arrivèrent clandestinement au Brésil après 1850. Ça, c'est maintenant le tour du Portugal. Quant à la traite française, elle aurait pu cesser grâce à Napoléon, puisque pendant les 100 jours, par un décret du 29 mars 1815, l'empereur prononça l'abolition de la traite pour prendre de vitesse le Congrès. Mais puisque, disait Louis XVIII, tous les actes de l'usurpateur doivent être considérés comme nuls et non avenus, celui-ci en fit partie. Et le trafic français ne cessa véritablement que sous la monarchie de Juillet, donc c'est-à-dire 15 ans après le Congrès. Malgré la déclaration du 8 février 1815, quelques centaines de milliers d'Africains supplémentaires furent donc encore victimes de la traite. Olivier Pétré-Grenouillot, le spécialiste de la question, estime à environ 3,5 millions le nombre d'esclaves embarqués en Afrique entre 1801 et 1867, sur un total de 11 millions entre le XVIe et le XIXe siècle. La baisse du trafic ne devint notable qu'après les années 1850. Les Espagnols et les Portugais furent de loin les plus actifs de cet odieux commerce. Les premiers intensifièrent même leur activité pour l'augmenter, comme je vous le disais, à Cuba, dont ils entendaient faire la nouvelle perle des Antilles après leur déboire de Saint-Domingue. Les seconds construisirent le Brésil indépendant grâce à l'importation de main-d'œuvre esclave depuis l'Angola. Je ne sais plus s'il me reste encore du temps, mais oui, il me reste encore du temps. Un tout petit peu. Dernier point de cette supranationalité, je vais essayer de vous l'improviser parce qu'à lire, c'est embêtant, c'est la création de ce concert européen dont on parlait au début de cette réunion. Le concert européen, c'est un terme qui a été utilisé dès ce moment-là et qui visait à, non pas à créer un concert avec beaucoup de musiciens, mais à nommer quelques chefs d'orchestre pour mener ce concert européen. Subsistaient dans l'Europe de l'époque à peu près 80 États, et évidemment, il était hors de question que ces États reprennent une politique totalement indépendante, qui pouvait mettre en péril la paix. C'est surtout ça qu'on voulait éviter, encore une fois, il faut le redire, on voulait éviter la guerre, on ne voulait pas opprimer les nations, opprimer les peuples, que sais-je encore, on voulait éviter la guerre. On a affaire quand même à des diplomates responsables en la matière. Et donc, pour éviter la guerre, on s'est dit qu'il faudrait créer, pourquoi ne l'a-t-on pas appelé un Conseil de sécurité, au fond, ce qu'on a appelé le concert européen, qui a été donc la réunion des 4 principales puissances, auxquelles, comme je vous le disais, on a admis la présence française, puis la présence italienne.
Alors, ce concert européen, il a ouvert ce qu'on a appelé le siècle des congrès, puisque, bien sûr, il y a eu des réunions au sommet, si l'on veut, des espèces de G4, G5, G6, etc. Mais il y a eu aussi, alors qu'il se passait au niveau des ministres, hein, là, les chefs d'État ne se déplaçaient pas, mais on a aussi pris l'habitude de régler les grandes questions dans des congrès où on convoquait, donc, cette fois-ci, toutes les parties prenantes à une question qui est posée. Et on a réuni comme ça des dizaines de congrès pendant tout le XIXe siècle qui ont d'abord créé une véritable vie internationale. Avant cette époque-là, mis à part l'ambassadeur dans un pays, on se rencontrait peu. On voyageait bien sûr dans son jeune temps, puis après on s'occupait des affaires de gouvernement et on ne voyageait plus. Les congrès ont permis à tout ce personnel diplomatique de se connaître et peut-être parfois de s'apprécier. L'un d'entre eux, d'ailleurs, le chancelier Bismarck, aimait tellement Paris que lorsqu'il la quitta, il n'eut qu'une idée, c'est d'y revenir. L'équilibre tel qu'il avait donc été défini à Vienne, tel qu'il avait été défini à Vienne, oui, ne fut pas remis en cause malgré le retour de Napoléon, malgré le traité extrêmement dur infligé à la France à la France relapse, dirait-on, après la bataille de Waterloo. Hein, ces 100 jours glorieux, cette épopée magnifique, sont en fait les 100 jours les plus chers de l'histoire de France, puisque la France a dû payer une indemnité de guerre, on l'a privé de ses places fortes au-delà de la frontière, on lui a demandé de régler des indemnités à tous ceux qui se sentaient lésés dans leurs biens au moment de la Révolution française et de l'Empire. Et puis, on a aussi occupé le territoire pendant 5 ans. Hein. Alors, en fait, c'est ce qui avait été décidé. On a occupé le territoire que pendant 3 ans, puisque la France a remboursé ses dettes. La France qui rembourse ses dettes, c'est tout à fait original, non ? La France a remboursé ses dettes au bout de 3 ans. Hein. Donc, monsieur l'ambassadeur, ne racontez pas tout ça dans votre TD de demain, hein, parce que... Bien, donc la France a remboursé ses dettes, et oui, ça peut arriver. Parce qu'elle a fait des économies budgétaires. On a divisé le budget de l'armée par 2, etc. Mais ce n'est pas le sujet de la soirée. Donc la France ayant remboursé ses dettes, on évacue. Le total coûte 2 milliards à la France, hein, c'est-à-dire à peu près 2 milliards, ça doit faire 4 à 5 ans de budget, hein, pour la France. On dirait aujourd'hui on fait des dettes de bien plus que ça, mais bon, à l'époque c'était quand même, on essayait de gérer les finances publiques de façon en fait très très près, quoi, hein. Ceux qui avaient beaucoup emprunté, puisqu'on est dans les apartés, ceux qui ont beaucoup emprunté, ce sont les Anglais, hein. Les Anglais ont emprunté entre 1792 et 1815 7 fois la masse monétaire mondiale. C'est-à-dire que, bon, voilà, 7 fois la masse monétaire, c'est vraiment... c'est presque la Grèce dans ses temps les plus délirants. Les Anglais ont tout remboursé à partir de 1832. Ils n'avaient plus de dette du tout. C'est dire que la puissance économique de l'Angleterre, qui lui a été donnée évidemment par la victoire sur Napoléon, il n'y avait plus de rival en Europe, la puissance de l'Angleterre au XIXe siècle est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à s'imaginer aujourd'hui. Même les États-Unis des années 1950 avaient un rival en carton-pâte, mais on l'a su bien plus tard, et ne pouvaient pas dominer le monde comme l'Angleterre l'a fait, d'autant plus qu'une domination anglaise, ça n'est jamais une domination violente dans un premier temps, hein. C'est toujours du commerce d'abord, on fait des affaires, la diplomatie et le commerce, c'est la même chose. Ils connaissaient peu l'Europe quand ils sont arrivés à Vienne, ils la connaissaient encore moins quand ils sont partis, mais ils avaient fait leurs affaires. Hein. Rappelez-vous toujours la phrase de Frédéric II, comme il n'y a pas d'anglais, j'en profite. Rappelez-vous toujours la phrase de Frédéric II, c'est fou ce que les Anglais ignorent. Mais c'est toujours eux qui gagnent à la fin, c'est ça qui est très embêtant. Enfin, qui gagnaient à la fin. Donc ce concert européen a relativement bien fonctionné, puisqu'il a empêché toutes les guerres générales en Europe pendant pratiquement un siècle. Hein. Il y a eu des exemples, par exemple, qui touchent la France, c'est quand même le pays que je connais le mieux, même si peut-être demain je ne pourrai plus rentrer, d'ailleurs peut-être même plus à la Fondation Napoléon, avec ce que je viens de dire sur le bilan des 100 jours. La France a eu à subir, par exemple, bien que faisant partie du concert, les Français ont voulu, à partir d'un certain moment, parce que pas non plus négliger que la France, dans le concert des nations de cette époque, c'était le pays le plus peuplé, c'était le pays le plus grand, c'était le pays le plus économiquement développé d'Europe continentale.
Je sais que les Belges étaient très développés, mais enfin dans la masse française, ça faisait un peu plus. Voilà, donc les Français se sont dit, au fond, on pourrait aussi avoir une politique étrangère autonome, et ils se sont mis à vouloir sortir des clous du concert européen. Alors il y a un exemple fameux, c'est en 1840, quand les Français se sont amusés à vouloir aller titiller les Anglais en Égypte. Les Français étaient amis avec le pacha d'Égypte, enfin celui qui allait devenir le chef d'État d'Égypte, Mehemet Ali, et les Français qui voulaient secouer le joug britannique, et les Français se sont dit, mais au fond, comme d'habitude, vous savez, la patrie de la liberté, etc. Donc ils ont voulu aller aider Mehemet Ali. Et puis, les Anglais les ont gentiment prévenus par la voie normale, en leur disant, écoutez, il ne faudrait pas aller trop en Égypte. Puis les Français se sont installés, ils ont dit à Mehemet Ali, mais finalement, votre Égypte, c'est un peu petit, vous devriez remonter jusqu'au Liban actuel. Mais Mehemet a dit, et commandons, donc il est remonté, etc. Et là, les Anglais ont dit, mais maintenant, ça suffit, quoi. Donc ils ont réuni le concert européen. Ils n'ont pas fait la guerre à la France, ils ont réuni le concert européen, les 4 principales puissances, sans inviter les Français. Et les 4 principales puissances ont donné un avertissement à la France. Et pour appuyer l'avertissement, la marine britannique a bombardé Beyrouth, juste pour montrer qu'on parlait sérieusement. Et qu'ont fait les Français? Eh bien, ils sont rentrés chez eux, penauds, mais ils se sont rattrapés puisque quelques mois après, c'était le retour des cendres de Napoléon. Donc on a fait une grande fête pour oublier nos déboires. Mais non, c'est plus comme ça maintenant. Deuxième exemple, alors là, contraire, c'est qu'au moment où les tensions vont monter entre la France et la Prusse en 1870, Napoléon III va faire appel au concert européen en disant « mais c'est la Prusse qui m'agresse ». Puis les Anglais, les Autrichiens, eux, n'ont plus du tout envie, ils viennent de prendre Sadova quelques années avant, et les Anglais, qui sont en fait les leaders de l'Europe à ce moment-là, leur disent « mais non, c'est un problème bilatéral ». Alors en plus, il y avait eu un comportement de Napoléon III que je ne rappellerai pas ici vis-à-vis de pays voisins de la France qui n'avaient pas été appréciés par l'Angleterre, et donc on a dit à Napoléon III, écoutez, vous voulez faire la guerre aux Prussiens, débrouillez-vous, faites ça tout seul. Et effectivement, alors cette guerre franco-prussienne, qui a été aussi un drame pour l'Europe, puisqu'elle en entraîne d'autres après, enfin cette guerre franco-prussienne peut être considérée comme une guerre purement locale, bilatérale, entre les Français et les Prussiens, et le concert a fonctionné. Il a continué à fonctionner, il a même fonctionné dans les colonies, puisque quand, là encore, les Français ont voulu aller titiller les Anglais dans leur partie coloniale, les Anglais leur ont fait savoir très poliment à Fashoda qu'il ne fallait pas exagérer et franchir certaines limites. Mais globalement, ça a fonctionné, et ça a commencé à se détraquer au début du XXe siècle avec les problèmes balkaniques, non pas à cause des problèmes balkaniques eux-mêmes, mais simplement parce que la superpuissance de l'époque a décidé que les problèmes balkaniques ne jouaient pas sur ses intérêts directs. Et donc, par conséquent, au moment de la Deuxième Guerre balkanique, les Anglais ont refusé de s'en mêler. D'abord, c'était compliqué. Nous-mêmes, on n'a encore pas bien compris comment tout ça fonctionne. Et puis, les Anglais disaient, mais c'est pas nos intérêts directs que ces gens se débrouillent. Il y a des Bulgares qui veulent faire la guerre avec les Roumains contre les Serbes, etc. Qu'ils fassent leur petite guerre locale. Alors, le problème, c'est que la petite guerre locale, comme vous le savez, elle a dégénéré, mais c'est aussi une leçon d'avenir, c'est que la superpuissance ne doit pas se désintéresser. Une superpuissance, c'est fait pour être super. Et donc, elle ne peut pas laisser se débrouiller, où que ce soit d'ailleurs, des conflits. À partir du moment où elle revendique le leadership, elle ne peut pas, je parle évidemment de l'Angleterre au XIXe siècle, là vous m'aviez bien compris, elle ne peut pas se permettre d'ignorer les problèmes du monde à partir du moment où, pendant très longtemps, elle a voulu les régler. Je vais sauter quelques pages parce qu'il faut terminer. Ah, mais j'avais tellement de choses encore à vous dire. Tout ça, c'était pour vous dire qu'on passa à Vienne du vieux droit des gens, comme on l'appelait avant, à la notion de droit international moderne, fondée sur une volonté collective de préserver l'équilibre. Tout ça est bien sûr une phrase optimiste. Tout ça est un combat qui a duré un siècle. Pour les contemporains, cette avancée n'était pas mince et beaucoup remarquèrent qu'elle s'accompagnait formellement dans le cas de l'Allemagne et de la Pologne, voire du royaume de Piémont-Sardaigne, d'un appel aux souverains d'instaurer un droit public interne, et je cite l'acte final du Congrès de Vienne, on l'oublie toujours, droit public interne fondé sur des constitutions favorables à l'exercice des droits légitimes.
c'est de la diplomatie, ça ne veut évidemment rien dire, mais ça invite tous les souverains européens à doter leur peuple d'une constitution. Après, on viendra nous dire que l'acte final est uniquement un partage des âmes. En d'autres termes, on ne pouvait pas faire comme si la Révolution française et l'Empire n'avaient pas existé. Le Congrès ne fut pas une victoire de l'Ancien Régime sur la modernité. Louis XVIII, dans un rapport de synthèse à Louis XVIII, Talleyrand résuma bien l'impression générale. Depuis que, revenus de leur prévention, les puissances avaient senti que, pour établir un ordre des choses solide, il fallait que chaque État y trouvât tous les avantages auxquels il a droit de prétendre, on avait travaillé de bonne foi à procurer à chacun ce qui ne peut pas nuire à un autre. Cette entreprise était immense. Il s'agissait de refaire ce que 20 années de désordre avaient détruit, de concilier des intérêts contradictoires par des arrangements équitables, de compenser des inconvénients par des avantages majeurs, de subordonner même l'idée d'une perfection absolue dans les institutions politiques et dans la distribution des forces à l'établissement d'une paix durable. Tant et si bien que cette réussite fit qu'au début du XXe siècle, on pensa que ce qu'on appelait à l'époque la Grande Guerre, celle qui avait duré de 1792 à 1815, avait été peut-être la der des der. Phil Mols, merci.